liées au cloud. Durant tout le mois de septembre, nous avons, j'ai envie de dire, enchaîné chaque semaine, chaque vendredi, les webinaires à ce sujet. Aujourd'hui, on va revenir avec un sujet plus ponctuel, j'ai envie de dire. Pourquoi et comment héberger son site web en Afrique? Et la présentation sera menée par notre consultant senior dans les solutions business et donc comment dire, affairé au sujet des sites web, voire des applications métiers pour les entreprises, Jean-Martin Sabel. On va se retrouver à la fin pour la session de questions-réponses à micro ouverte, mais comme d'habitude, d'autres consultants sont à votre disposition sur le chat si, de manière impromptue, j'ai envie de dire, vous avez des questions, ou on les gardera pour la fin, le cas échéant. Voilà. Encore merci pour votre fidélité, à ceux qui reviennent, et merci aux nouveaux arrivants. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir lors de ce rendez-vous hebdomadaire qu'on essaye tant bien que mal d'avoir de manière régulière et de manière hebdomadaire. On l'a très bien fait ce mois-ci, donc merci à tous. Et je vais donner donc la parole à Jean-Martin. Est-ce que tu es bon de ton côté, Jean-Martin? Ah, je crois que tu es en train de... C'est bon? Test micro? Ouais, micro c'est bon et présentation aussi c'est bon, parfait. Ok, parfait. On démarre? Oui, on y va. Bon courage. Ok. Bonjour à tout le monde ou bonsoir. Je suis Jean-Martin Sabin, comme Jean-Philippe l'a introduit, et je serai l'hôte pour ce webinaire. Donc, sans faire davantage de présentation, le sujet de notre webinaire va porter sur pourquoi et comment héberger son site web en Afrique. Ce ne sera pas une présentation commerciale. L'idée, ce sera de vous parler un peu de nos pratiques dans le métier et de mon expérience à moi. OK, dans notre agenda, confirmez que vous voyez l'écran, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Par contre, on n'est pas sur l'agenda, on est encore sur la première slide. OK, laissez-moi arranger ça rapidement. Un instant, donnez-moi 30 secondes. OK, est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait là. OK, parfait. Dans notre agenda, en premier, on va essayer de situer le contexte dans la pratique ou dans ce qui se fait, en se contentant principalement de lister l'expérience du marché africain. Et en deux, on va voir quel mot d'hébergement choisir. Ensuite, on va parler ensemble des critères de comparaison d'un hébergeur. Ensuite, un sujet qui nous tenait à cœur, c'est la partie IXP. On va voir comment les ISP impactent la qualité de service, ou bien on va discuter de comment ils impactent la qualité des services pour tout ce qui est solutions hébergées ou applications hébergées dans le continent africain. Ensuite, on va parler des principaux hébergeurs et ensuite, on va lister quelques points sur pourquoi héberger en Afrique. Donc, on va démarrer avec la partie contexte. Nous sommes tous familiarisés à l'évolution des TIC et on est tous acteurs de manière particulière ou générale à sa mesure dans le domaine des TIC ou des technologies de l'information. Donc là, on montre une évolution des TIC. On ne va pas s'attarder trop sur le slide parce qu'on comprend. Donc, l'Internet, on va dire, commence dans les années 95 avec l'Internet grand public. Et actuellement, dans les années 2000 où nous sommes, on a des grosses évolutions avec le Web 3, qui est en pleine effervescence, avec des modes de connexion qui seront beaucoup plus poussés avec la réalité virtuelle, avec des concepts encore beaucoup plus poussés comme l'Internet of Things. Donc, là, nous sommes en plein dans une phase de changement assez majeur
de tout ce qui se fait sur les solutions qui sont basées sur Internet ou des produits qui s'appuient sur le réseau Internet de manière générale. Et en tant qu'acteurs de ça, nous tous, c'est le moment d'en profiter parce que d'ici les prochaines années, il y aura beaucoup de choses qui se feront de manière beaucoup plus aisée, un peu comme on a eu le changement avec l'arrivée du téléphone mobile ou bien la vulgarisation d'Internet. Bon, pour tomber dans le vif du sujet, nous avons distingué principalement deux modes ou bien deux approches d'hébergement. La première approche, c'est ce qu'on utilise souvent ou bien de manière un peu plus naturelle, on va dire. Ce à quoi les gens pensent principalement quand on parle d'hébergement, c'est que l'ingénieur va choisir un serveur dédié ou un serveur virtuel. Il va le prendre, il va faire son choix en fonction des opérateurs disponibles sur le marché. C'est souvent, la tendance n'est pas encore par défaut à faire les choix sur les opérateurs ou les fournisseurs en local. Ce n'est pas encore la tendance, mais l'idée donc c'est de pouvoir changer ce paradigme pour que de manière naturelle, lorsque quelqu'un pense hébergement, qu'il pense d'abord pourquoi je choisis mon hébergement, comment je choisis mon fournisseur, quels sont les avantages que je veux tirer du service que je veux mettre en ligne. L'autre approche, c'est la partie cloud computing. On a listé que deux aspects du cloud computing parce que c'est ceux qui interviennent principalement dans l'hébergement. On a le PaaS qui est Platform as a Service et le IaaS qui est Infrastructure as a Service. C'est des anglicismes. Ça signifie simplement que pour le PaaS, je prends une plateforme. Donc, par exemple, WordPress. Pour les agences ou bien les freelances qui sont habitués à WordPress, je prends du Noodle, je prends du Odoo, ça veut dire je choisis la plateforme que je veux et ensuite je la monitore ou bien je l'utilise comme un service qui est accessible en mode hébergé sur un autre fournisseur. Et donc, principalement, la caractéristique principale, ce sera que je n'aurai que accès à ce service. C'est-à-dire que je ne pourrai pas faire d'autres actions. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. J'ai installé un WordPress, je ne pourrai pas venir sur mon PaaS et installer un serveur de messagerie, par exemple. Ou je ne pourrai pas venir installer une autre plateforme ou bien un autre outil ou logiciel. Donc ça, et la différence entre le PaaS et le IaaS, c'est que l'infrastructure, maintenant j'ai une infra qui n'est pas un serveur virtuel ou un serveur dédié parce que principalement les ressources se sont données à la demande. C'est-à-dire que quand je fais une demande, par exemple, d'une nouvelle adresse IP, ce n'est pas sur un pool de serveurs ou bien ce n'est pas un pool dédié ou bien virtuel, on va dire. C'est alloué généralement à la demande ou bien alloué de manière dynamique. Donc, c'est en quelque sorte la différence entre le PaaS et le IaaS. Donc, on a les deux modes de déploiement qui sont principalement utilisés. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est de manière générale, quels sont les choix qui sont faits de manière naturelle. Dans mon cas, par exemple, avant d'arriver à ST Digital, je tenais une petite agence, de manière modeste, une petite agence de dev, où on avait des infrastructures. Initialement, on était sur un serveur OVH. On s'est saigné un peu et on a pris un serveur OVH dédié qui nous permettait d'héberger un ensemble de services. On faisait principalement dans la fourniture des sites Internet ou des applications de gestion. Les différents clients pouvaient donc se connecter sur notre infrastructure qu'on avait configurée sur un serveur dédié. Ça veut dire que le serveur était payé, il coûtait dans les $400 le mois environ chez OVH. Et après, on a configuré notre infrastructure en ce qui concerne le backup, le fonctionnement même de l'application qui conservait à nos clients. Ensuite, très rapidement, l'équipe étant réduite, on a vu que, OK, ça demande un certain type de compétences. Généralement, l'administration système ou l'administration réseau, parce qu'on ne peut pas avoir un serveur dédié sans avoir un administrateur système ou réseau qui est compétent. Parce que de manière générale, le fournisseur va fournir un ensemble de support au client ou un ensemble de sécurité, mais il y a une grosse part des actions qui sont faites par la société client. Donc, on était obligé, par exemple, de configurer nos sécurités, la configuration des doses, des
Ah, je crois petite interruption de Jean-Martin, vous revient. Sorry, on a été mute un moment. Donc, je disais, notre expérience, on est quitté. Juste pour confirmer que vous m'entendez. Juste une confirmation, ce sera suffisant. Oui, c'est bon, Jean-Martin. OK, parfait. C'est bon. Pardon. Super. Donc, je disais, notre expérience à nous, on est quitté d'un serveur dédié. Ensuite, on est parti sur une infrastructure as a service. Et après, on a migré sur le data center en local de ST Digital. Donc, par exemple, c'est un circuit pour une agence web qu'on était. Donc, de manière générale, les SS2I, qui sont Excusez-moi, un petit problème technique avec le micro de Jean-Martin. Allô? Ouais. Oui, c'est bon maintenant. Je suis muté de temps en temps. Ça te coupe le micro, j'ai l'impression. Oui, Jean-Martin. Oui. Oui, monsieur Mama. C'est bon. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez également couper votre caméra. D'accord, OK. Parfait. Donc, juste pour répéter la dernière phrase avant que je ne sois muté. Donc, on a des SS2I qui généralement vont faire le choix des serveurs dédiés au virtuel avec ou encore des plateformes ou des infrastructures as a service, ou encore des agences web qui vont généralement faire un choix d'un serveur dédié au virtuel ou du IaaS. C'est simplement parce que les deux ont souvent les ressources, pas forcément au même niveau, pour pouvoir gérer une partie ou tous les aspects d'administration du système, du réseau ou des applications. On a également des freelances qui sont nombreux, qui vont généralement opter pour des serveurs virtuels ou des plateformes as a service et à moindre mesure pour des infrastructures as a service. Donc là, il va pouvoir configurer un ensemble de clients, par exemple sur une plateforme as a service orientée WordPress, orientée Noodle, orientée Odoo ou autre. Ou encore, il va configurer un serveur virtuel sur lequel il pourra servir un ensemble de clients. Généralement, le choix est fait parce qu'on veut économiser ou on veut mutualiser un ensemble d'actions. Peut-être parce qu'on veut mutualiser les coûts d'hébergement ou peut-être parce qu'on prévoit une croissance différente en jaugeant le serveur dont on a besoin pour une évolution suivant le modèle d'affaires qu'on a défini pour son activité. Donc là, c'est les choix de manière principale des trois acteurs qui interviennent dans la fourniture des services en termes d'application ou de site web. Donc, on va passer sur le slide suivant, où on a de manière générale, de manière vraiment synthétique, la chaîne de valeur autour d'Internet. On a le client en premier qui, en fonction du partenaire en face, peut être l'agence web, la SS2I ou le freelance, ou encore les clients finaux qui vont consommer les applications ou les sites web développés par ces acteurs techniques. Maintenant, on a à un autre niveau les fournisseurs d'accès à Internet, Orange, MTN, ou Camtel, l'opérateur national au Cameroun, ou Togocom du côté du Togo. Ensuite, on a les réseaux de diffusion de contenu, ou CDN. Tous les développeurs ont
ont une connaissance assez intéressante ou bien de l'impact que peut avoir un CDN sur la performance d'une application ou d'un site web. En gros, ce sera le serveur toujours disponible qui va pouvoir fournir des éléments assez statiques ou bien des éléments dont on a besoin souvent pour faire fonctionner l'application mise à disposition du client final. Ça peut être un serveur de fichiers, ça peut être un serveur de fichiers vidéo ou autre. Ça peut même être de manière beaucoup plus moderne un serveur de web service. Ensuite, on a les points d'échange ou XP, où vont intervenir un ensemble d'acteurs. Au niveau du Cameroun, c'est Camix. Au niveau du Gabon, c'est GabX, Bénin X, France X. Ouais, ils aiment tous des noms à X. Ensuite, on a la partie transitaire qui sera plus des partenaires qui vont œuvrer dans la couche réseau, qui vont mettre en place des réseaux de fibre optique ou des réseaux de réseaux hertziens pour pouvoir connecter les clients finaux à leur serveur au serveur où sont hébergées les applications ou le site web. Ensuite, on a les hébergeurs comme ST Digital, OVH, Google, Amazon Web Services ou encore MTN de manière générale. Après, on a les fournisseurs de contenu et d'applications qui, je pense, sont les acteurs beaucoup plus réunis dans ce webinaire. ST Digital se situe également dans cette planche d'acteurs parce qu'on fournit à nos clients un ensemble de solutions ou un ensemble de contenus qui sont servis par le web. On a Netflix, on a Amazon et on a toute autre activité qui sont généralement des applications ou des services des startups ou des entreprises bien connues. Donc, ça, c'est les acteurs. Et le but principal, ou bien le but final des acteurs, c'est de servir le contenu au client. De manière synthétique, le client va demander un contenu qui peut être une page web, disons netflix.com ou ST Digital. En fonction de la configuration qu'aura fait l'ingénieur ou l'équipe technique, on va passer par un fournisseur ou un réseau de diffusion de contenu. Et ensuite, de manière générale ou obligatoirement, on va passer par un fournisseur d'accès Internet ou un point d'échange XP dans les cas où les points d'échange sont déjà configurés dans la zone. Et ensuite, on va passer par un transitaire de manière générale. Ça veut dire que l'information demandée va forcément passer soit par une fibre optique et ou par un réseau hertzien. Et après, donc, comme on a ce canal de communication, on peut donc prendre le contenu chez l'hébergeur en fonction de l'approche. Ça peut être un hébergeur, on a choisi une approche serveur dédié, serveur virtuel, IaaS ou PaaS. Donc ça, c'est le fonctionnement de manière synthétique ou de manière grossière de la chaîne de valeur autour de Internet. L'information suivante, la prochaine information qu'on va partager ensemble, c'est les critères de comparaison d'un hébergeur. Du coup, moi, en tant que responsable de département technique, ou bien directeur des systèmes d'information, ou freelance, ou encore en tant que directeur d'agence, comment je fais pour choisir mon hébergeur? Ou comment je fais pour décider quel mode ou quelle approche d'hébergement je vais choisir? On a plein de fournisseurs sur le marché, beaucoup plus de fournisseurs locaux tels que ST Digital et beaucoup de fournisseurs étrangers qui sont aux États-Unis ou en Europe. Donc, le premier critère qui va toujours influencer, c'est le nerf de la guerre, c'est le prix. Mais il ne faut pas s'avancer dans le choix du prix juste de manière, OK, celui-là c'est $10, un autre c'est 5 000, ou bien un autre encore c'est 10 000 et je choisis le moins disant. Ce n'est pas la bonne approche. De manière empirique, il faut regarder les méthodes de paiement. En gros, comment est-ce que je fais payer mon service? Est-ce que je suis obligé d'avoir une carte? Est-ce que je peux utiliser mes paiements locaux qui sont dans ma région? Est-ce que je peux utiliser Wave au Sénégal? Est-ce que je peux utiliser Orange Money ou MTN Money? Est-ce que je peux payer par cash en me déplaçant dans les locaux du fournisseur, par exemple? Donc, c'est un choix, c'est un élément de choix important dans l'analyse du prix. Maintenant, le coût. Le coût, ce ne sera pas juste la valeur finale qui est affichée. Est-ce que je vais avoir des coûts supplémentaires pour la partie support? Ou bien lorsque je vais vouloir installer de nouveaux paquets ou que lorsque je vais vouloir installer de nouveaux éléments ou faire des mises à jour, est-ce que j'aurai des coûts qui seront additionnels? Est-ce que j'aurai des coûts supplémentaires pour la partie backup qui est un élément, par exemple, indispensable pour toute infrastructure hébergée? Maintenant, le mode de facturation. Est-ce que c'est one time ou un abonnement?
Et quand c'est un abonnement, est-ce que c'est pay-as-you-go ou en forfait? Est-ce que je vais devoir payer en fonction de ma consommation des ressources ou bien je vais avoir toujours un prix fixé pour chaque mois ou bien pour chaque période de facturation? Donc, c'est les choix très importants que le décideur, qui peut être le DSI ou le responsable d'agence, le freelance, lorsqu'il analyse son prix, il doit prendre en compte ces éléments. Ensuite, très important, il y a la partie support. Parce que toute infrastructure technique est amenée à avoir des pannes. Pas amenée, mais il arrive souvent qu'il y ait des pannes. Ou simplement que ce soit des éléments qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on a peut-être pris un infrastructure à ses services, disons, chez Google ou chez Amazon, et on ne sait pas comment le configurer. Donc, il faut avoir la partie support qui permet de dire, OK, comment mes incidents, ça veut dire tous les problèmes que je soumets à mon fournisseur, comment ils sont traités, comment le mode de communication avec les équipes sont faites. Ça veut dire que si je suis par exemple avec un fournisseur étranger ou un fournisseur local dans le cadre de SC Digital qui va proposer des communications par WhatsApp, c'est un élément qui me permet par exemple de dire que OK, même si je suis en week-end et que j'ai un incident sur ma plateforme, je peux communiquer. Si le mode de communication c'est uniquement par mail ou en me connectant à la plateforme, donc j'analyse tout ça pour prendre ma décision. Après, il y a un critère aussi important, c'est le nombre d'heures allouées pour le support. Il y a certains fournisseurs qui vont restreindre. Par exemple, dire que, OK, vous ne pouvez qu'avoir, disons, 2 heures de support qui vous est alloué pour le ticket. Et le cas échéant, vous allez devoir payer pour pouvoir avoir des heures supplémentaires de support. C'est un choix important. Il y a les SLA qui vont définir le niveau d'acceptation des services convenu avec le fournisseur. Et on va pouvoir avoir des SLA de 24 heures. Ça veut dire que donc, dès que je pose mon ticket, ça peut être la résolution en 24 heures ou bien la notification que le problème a été enregistré en 24 heures. Donc, en fonction, ça peut être 1 heure, 2 heures. Et ce degré de SLA varie fortement en fonction du fournisseur. Il y a la proximité et les temps de réponse. Il y a des problèmes dans ma vie, dans la vie de technicien. Il est arrivé plein de fois où j'ai eu besoin de me déplacer pour aller résoudre un problème technique avec un prestataire. Ça peut être un développeur, ça peut être un fournisseur de services, parce que ma connexion Camtel ne marche pas, parce que je suis au Cameroun, ou parce que il faut se déplacer pour aller directement faire un sitting chez le fournisseur pour pouvoir résoudre le problème, pour accélérer les choses. Donc, c'est un critère très important à prendre en compte dans la partie choix de l'hébergeur. Prenons les aspects sécurité. Très important. En fonction du niveau ou bien de l'approche d'hébergement choisi, il faudrait qu'on se rassure qu'il y a un ensemble de sécurité minimale ou bien des standards qui sont définis par l'hébergeur, que ce soit les sécurités réseau, système de fichiers, les paquets, les applications installées, le monitoring des ports ouverts, etc. La durée de conservation des données après résiliation ou défaut de paiement. Moi, il m'est arrivé 2 ou 3 fois de ne pas pouvoir payer quand j'étais sur une plateforme Google, de ne pas pouvoir payer mon abonnement. Conjoncture exige ou bien difficulté de trésorerie exige. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où on doit être sûr que lorsqu'on n'arrive pas à payer, le fournisseur ne va pas directement supprimer les données. Il nous donne un délai. Le minimum possible, ça doit être 3 mois. Ça veut dire qu'il doit nous donner au moins 3 mois après défaut de paiement pour pouvoir nous donner la possibilité de récupérer nos données parce que c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de l'activité. Donc, c'est un critère très important. Il faut savoir si dans la sécurité, les backups sont inclus. On a eu par exemple l'incident avec OVH il y a quelques années où un data center a brûlé. Donc, il faut savoir, est-ce qu'ils ont des sites de réplication? Est-ce que si ce genre d'incident géographique ou bien humain ou national arrive, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, on a les grilles d'analyse du modèle économique. Parfait. Donc, l'autre critère important, c'est la liberté. En tant que DSI ou en tant que freelance ou informaticien, lorsqu'on développe un site web, on doit pouvoir, un critère très important, c'est de pouvoir être sûr qu'on aura la liberté d'utiliser notre plateforme ou bien notre hébergement en fonction de notre guise. Donc, je veux pouvoir me connecter par SSH, je veux pouvoir me connecter des transferts FTP, je veux pouvoir avoir une flexibilité lorsque je veux installer ou mettre à jour de nouveaux paquets ou mettre à jour mon site web. Je veux que ce soit simple. C'est un critère très important dans le choix de l'hébergeur. Je dois pouvoir savoir quel est le système d'exploitation qui est déployé et avoir une liberté de choisir. Il y a des systèmes d'exploitation qui sont très simples. Par exemple, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a Mac, on a Linux, on a Windows, on a
Personnellement, je suis à l'aise avec Ubuntu. Ça veut dire que je vais déployer Ubuntu Server. Si on me met un CentOS ou un Red Hat, je m'en sors moins bien. Donc, du coup, je veux pouvoir être à l'aise parce que mon travail n'étant pas peut-être administrateur système, je veux pouvoir être à l'aise avec mes commandes de base ou les informations que je manipule de plus aisées parce que c'est comme ça dans mon parcours. Donc, ensuite, le mode d'administration. Est-ce que j'ai une plateforme d'administration en web, par exemple? J'ai un espace où je peux pouvoir augmenter ma RAM, augmenter mon disque dur de manière dynamique, à chaud, comme on dit. Et ensuite, la richesse d'intégration. Est-ce que si je voudrais, par exemple, que mon site web accepte les paiements Orange Money ou Wave, est-ce que j'aurais besoin, est-ce que je serais bloqué par mon hébergeur? Si je veux, par exemple, pouvoir faire du load balancing en utilisant une autre plateforme tiers, est-ce que je vais être bloqué par mon hébergeur? Donc là, c'est de manière pas forcément exhaustive, des critères qui entrent dans le choix d'un hébergeur. C'est des critères qu'on applique généralement. Donc, de manière générale, il y a peut-être qui en manque et chacun dans son expérience ajoute ou enlève des critères, sa checklist pour le choix d'un hébergeur. L'autre élément sur lequel on va parler, c'est les XP. XP, c'est Internet Exchange Point. Donc là, c'est une définition qu'on a prise sur Wikipédia. De manière simple, XP, ce sera un opérateur. Généralement, c'est une organisation qui va avoir des shares provenant de différentes organisations. Ça peut être les opérateurs économiques ou les fournisseurs de contenu qui vont mettre en place un point d'échange. Ça veut dire un Xland, par exemple, XPland, qui va faire en sorte que lorsque moi, j'héberge ma solution, disons, dans le data center de ST Digital qui est local, parce que les XP sont des fournisseurs locaux qui vont généralement natter le réseau en local. Donc, quand moi, je suis par exemple sur ma solution à héberger au data center de ST Digital et qu'une personne ou un utilisateur essaye de se connecter en utilisant le réseau de MTN ou de Orange ou de Camtel ou tout autre opérateur, comme on a vu dans la chaîne de valeur, qu'il n'aille pas, qui ne sortent pas de la boucle pour pouvoir revenir et utiliser mon service. Ça veut dire qu'on met une communication directe entre les principaux acteurs, les hébergeurs, les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs de contenu pour que la transmission de l'information ne sorte pas du réseau du pays ou de la région sur laquelle sera implémenté l'XP pour pouvoir être servi à l'utilisateur final. Et c'est un élément très important au final, dans le choix de son hébergeur, parce que on n'est pas encore standard, disons, de ce qui se fait aux États-Unis ou en Russie, mais il faut, et on verra ça tout à l'heure dans les critères de choix, pourquoi héberger en Afrique, il faut pouvoir l'utiliser pour que la solution devienne de plus en plus performante. Ça veut dire que si je suis un acteur au Bénin, si je suis un acteur au Togo, de manière naturelle, je dois pouvoir faire le choix de mon hébergeur en local parce que c'est comme ça que l'écosystème va pouvoir se développer. Et les ISP sont des acteurs importants, rien que pour réduire le trafic. Ceux qui sont habitués aux redevances qui sont associées à la communication ou bien aux paquets qui s'échangent dans les réseaux tiers, on facture généralement au nombre de données transférées. Donc, ça réduit beaucoup la facture même ça va réduire la facture de la fourniture de la connexion Internet. Ça veut dire que si j'achète ma connexion, disons, à 10 000 francs CFA, ou bien à 8 $, de manière naturelle, ma connexion peut réduire si je consomme. Ça veut dire que les fournisseurs peuvent réduire la connexion si on consomme beaucoup plus des solutions qui sont hébergées en local. Après, on crée un cercle très vertueux. Donc là, on a quelques mappings. Là, on a pris l'information sur le site de AfriX. On a quelques mappings des XP. Il n'y en a pas beaucoup. Il devrait en avoir beaucoup plus. Là, on a 6 en Afrique centrale, 4 du côté de l'Afrique de l'Est, etc. Donc, je vous invite, vous pouvez aller sur le site. Il y a beaucoup. Vous pouvez aussi faire des recherches pour avoir la liste des XP de manière plus exhaustive sur le continent africain. Donc, le dernier point, c'est pourquoi héberger en Afrique. À mon niveau, j'ai une seule raison, c'est un enjeu stratégique. Simplement. En tant qu'acteur de l'écosystème, on a obligation de développer, que ce soit par fierté ou par préparation de l'avenir pour nos enfants, pour les prochaines générations, on a l'obligation de consommer
nos services en local, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir développer l'écosystème. Et l'écosystème ne concerne pas que, comme on a vu les acteurs, quand on développe l'écosystème, tous les acteurs de la chaîne bénéficient de l'utilisateur au fournisseur de contenu applicatif ou de site web. Donc ça, c'est parcouru les différentes informations que j'ai voulu partager avec vous. Merci. La phase de questions est ouverte. Merci Jean-Martin pour cette présentation très complète. Et finalement, cette réponse très rapide à la question du webinaire. On va effectivement passer à la session de questions-réponses. Pendant ce temps, ma collègue Fabrice va vous partager sur le chat des liens, j'ai envie de dire des articles les plus récents qui sont disponibles sur notre blog, dont certains sont de news ou certains sont en rapport justement au mois du cloud, vu que ça a été une des riches thématiques utilisées sur le cloud ce mois-ci. On remercie beaucoup l'équipe de Data Center Services menée par Jean-Francis Aanda pour le rapport d'ailleurs ce mois-ci. Alors, je vais revoir le chat pour les questions, voir s'il y en avait en attendant. Et je vous invite tous d'ailleurs à lever la main sur le petit menu de Teams en haut si vous voulez intervenir à haute voix pour poser votre question. C'est le moment. Oui, alors déjà, oui, Jabdou, on a une offre à nous proposer côté hébergement local, effectivement. Je vais vous mettre le lien vers notre shop sur le chat dans un instant. Et les mains se sont levées. Merci à tous de votre engagement. Alors, Monsieur Gougremont, allez-y. Merci, Carmen. Okay. Good afternoon to everybody. Good afternoon. The question I want to ask for us, being companies who use people to host our website, and from time to time we switch from one person to the other, how can one ensure that after switching from one company to the other, all the data which was stored somewhere or which was hosted somewhere should be destroyed? Because at one moment I feel as if, even when one collects data, there are still some traces of data in the former person who was hosting our website. That one, when I did some work with Antique security work, we still found traces of our references with the old websites we have used. Okay, thank you, Mr. Eric. Vas-y, Jean-Martin, pardon. Okay, thank you, Mr. Eric. Just let me repeat your question to be sure that all understand. So you want to know how you can migrate your data when you are switching from one hoster to another one. Yes, so that at the end, the former person doesn't have any of my data again. Okay. That I should migrate smoothly, and to make sure the former data is destroyed, how can I verify that the former person is no more keeping any data? Actually, you have contract that links you with your supplier. Okay, it's more like a juridic expert. I'm not an expert on it, but what I know for my past is that the supplier or your hoster cannot use your data, or for them even to be more accurate or more good in the work, they cannot keep data for long. For sure, at the moment they are going to destroy your data, even if it's just to reuse the resources used by your data. Okay, that's the fact. Actually, according to the approach you are using to host your data, for example, if you are using a dedicated server, you can destroy your server for sure. That means you go and erase all your data because you have all the ability to do that. If it's a virtual server or dedicated server or a IaaS, you can delete it yourself before you migrate your data for you to be sure that none of your data are going to be used by your formal hoster. Is it an answer for your question?
Yeah, thank you for that. If there's any other thing, I will get back to you. Thank you, Mr. Eric. Voilà, donc concernant je vais le reprendre un peu la question, la réponse qui était en anglais pour les non-anglophones. Mais quelle garantie avons-nous que quand on change de prestataire de service, celui d'avant, j'ai envie de dire, ne va pas garder les données qui ont été hébergées chez lui? Et alors, première réponse, c'est que de toute façon, c'est illégal. Donc, effectivement, c'est la réglementation qui vous couvre. Et une réponse un peu annexe de Jean-Martin, plutôt dans le côté expérience pratique, j'ai envie de dire, et de dire que, bon, de toute façon, en termes de ressources pour le prestataire, avoir comme ça du stockage qui lui est plus utile, le stockage d'un client qui lui est plus utile parce que ce client n'est plus sous contrat, bon, tôt ou tard, il va l'effacer parce qu'il va récupérer tout simplement l'emplacement. Mais effectivement, d'ailleurs, M. Abdou répond très bien, effectivement, à 100%, voilà, parce que c'est illégal en fait. C'est dans les clauses de contrat qui vont vous lier avec le prestataire, on peut assurer que c'est inclus dedans dans 99,9% des cas, c'est la base. Et en plus, les réglementations en vigueur des pays vont vous couvrir là-dessus. Donc, effectivement, c'est toujours difficile parce que effectivement, c'est illégal, quoi. Donc, du coup, vous avez la loi qui vous couvre, ça c'est sûr, et ces petits compléments d'information, et le contrat d'ailleurs, de Jean-Martin pour dire, bon voilà, d'un point de vue pratique aussi, c'est pas forcément idéal, quoi. Après, bon, ça dépend qui on est comme client là-dessus aussi, bien évidemment. En termes de données, il y a données et il y a données. La donnée du site web de votre boutique en ligne, bon voilà, c'est très bien, hein, je veux dire, hein, mais c'est pas forcément intéressant. Je comprends bien évidemment la problématique du point de vue des grandes entreprises qui ont des données clients qui sont parfois très sensibles. Ok, je reviens sur le chat. On va voir s'il y a une autre question. Ah ben non, c'est bon. En tout cas, merci pour cette question, Monsieur Wongou. Thanks a lot for the question, for the introduction. Always appreciate it. Thank you. Eh bien, c'était bon. C'était la seule question. Merci également à M. Abdou pour son commentaire. Il y a une autre question. Ouais, il y a une question de M. Abdou qui demande est-ce que... Oui, voilà, qui est déjà répondue par Jean-Francis, qui demandait est-ce qu'on a une offre d'hébergement pour les intégrateurs et revendeurs? Oui. Effectivement, pour toutes les offres qui vont être, j'ai envie de dire, pour les professionnels, chose d'ailleurs qu'on compte beaucoup dessus. Je fais une petite parenthèse, mais je ne sais pas s'ils sont nombreux à nous écouter aujourd'hui, mais on est vraiment effectivement, les clients finaux nous intéressent, que ce soit un particulier pour son site web, j'ai envie de dire, pour donner l'exemple le plus évident, un particulier peut avoir son site web, une entreprise, bien évidemment, mais les prestataires de services aussi, qui vont proposer ces services chez ses clients, c'est quelque chose pour lequel on est à votre disposition. Mais comme vient de le dire Jean-Francis sur le chat, effectivement, c'est des choses qu'on va régler par email, en one-to-one avec les prestataires, que ce soit pour des besoins de leurs clients sur un site web, que ce soit aussi sur Odoo, qui est également disponible, et l'ensemble des SaaS, par exemple, pour dire qu'on a chez nos clients, mais aussi l'ensemble des hébergements qui peuvent bénéficier le client de ce prestataire. Voilà. Merci pour cette question, Monsieur Abdou, parce que c'est très impertinent pour nous d'insister là-dessus. Alors, effectivement, non, je vois que c'est toujours la même Monsieur Wongou qui est levé. Oui, j'ai une autre question. Pardon. Allez-y, pardon, j'ai cru que c'était encore. Excusez-moi. Bon, vous avez évoqué le fait stratégique et aussi qu'on cherche à développer notre pays ou notre région. Certes, mais quel est le taux de disponibilité qu'on peut maintenant donner à notre hébergement local, soit dans le pays, Cameroun, ou dans notre sous-région? Alors, nous, de notre côté, à ST Digital, vraiment, quand on parle d'offres et quand on propose, j'ai envie de dire, l'externalisation des ressources informatiques, on le fait dans un cadre qui est un data center tier 3. Donc, le data center tier 3, neutre, qui plus est,
de par sa conception, nous engage en ce sens-là, à avoir une disponibilité de 99,8%, 4,9% pour nos clients, que ce soit en ressources énergétiques et en termes de connectivité aussi, qui est un peu souvent le, oui, 0,8%, merci Jean-Francis, qui est un peu le nerf de la guerre souvent, la connectivité. Le fait, nous, d'être neutre, par exemple, nous permet de jouer, pour ainsi dire, sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire que dans chaque pays où nos data centers sont implantés, nous prenons l'Internet chez l'opérateur local, chez les opérateurs privés disponibles. Voilà, on prend l'Internet un peu partout, chez les prestataires spécialisés qui travaillent essentiellement pour les services d'entreprise, afin d'assurer cette disponibilité et, excusez-moi, et fournir un service, j'ai envie de dire, comme d'habitude à ST Digital, un maximum aux standards internationaux, quoi. Même si c'est pour votre petit site web, j'ai envie de dire, quoi. C'est ce qu'on propose, c'est un hébergement dans notre data center qui est de conception tier 3 et qui, en plus du fait de notre caractère j'ai envie de dire, de société de services et pas de telco, est neutre et donc bénéficie de l'ensemble des connectivités disponibles dans le pays où il est déployé. Voilà. OK. Merci pour la réponse et je vais encore pousser pour une autre question. Bon, sachant qu'on est dans le pays ou dans le sous-région et on nous dit de faire un backup dans un endroit où s'il y a des problèmes locaux ou des problèmes dans le pays, on peut toujours avoir les données disponibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Le backup, dans l'absolu, j'ai envie de dire le backup, oui. Oui, le backup, c'est le backup. Le backup, oui. Parce que vous avez répondu la disponibilité des données courantes qu'on gère. Donc maintenant, j'ai posé la question sur le backup qu'on nous conseille, que ça soit une bonne distance ou n'est pas dans le même environnement. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce que ST Digital a fait dans ce sens? Nous, à ST Digital, c'est des besoins qu'on peut répondre à nos clients justement pour le backup, en fait. On a des clients, on fournit justement le backup, ils ont leur infrastructure, les gros clients, hein, bien évidemment, M. Gogomou. Après, nous, de notre côté, en termes de backup maintenant, j'ai envie de dire en 2022, on peut proposer justement de jouer sur le fait qu'on dispose de plusieurs data centers afin de pouvoir proposer ces services aussi, quoi. Surtout pour les groupes internationaux, quoi. C'est-à-dire, on peut dire, justement, si vous avez besoin d'un backup et que vous voulez vraiment, ce qui est recommandé de manière générale, effectivement, c'est de ne pas l'avoir à proximité, pour les problématiques liées à comment on appelle ça, aux problèmes physiques, j'ai envie de dire, qui pourrait avoir au data center. Donc, c'est des choses qui doivent être séparées physiquement, les backups, des données du stockage principal. Nous, on peut vous proposer d'aller l'héberger, par exemple, de Côte d'Ivoire au Cameroun et d'autres solutions. D'ailleurs, il y a d'autres solutions, mais nous, à notre niveau, ça sera la première, bien évidemment. C'est de vous dire, on dispose d'autres data centers dans d'autres pays. Vous pouvez faire vos backups là, dans ces autres pays-là. Et on a d'autres solutions annexes également. Hein. Merci pour cette assurance. C'est des choses à demander. D'ailleurs, je précise là-dessus parce que c'est une question qui était beaucoup revenue celui de la semaine dernière. Nous, de notre côté, effectivement, les backups, c'est des services qu'on propose. Après, c'est toujours au client de dire je veux cette option. C'est un peu comme le billet d'avion. Je crois qu'on avait déjà donné ça. Si vous choisissez vous décidez de payer plus cher pour que le billet soit remboursable ou pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la même dynamique, quoi. Nous, on va vous proposer le backup et c'est à vous de l'accepter ou non. Après, voilà, c'était d'ailleurs le gros problème des clients qui ont perdu leurs données dans l'incendie d'OVH. Oui, effectivement, un cataclysme est arrivé au OVH. Leur data center a subi un incendie et toutes les données ont été perdues, mais quid de la question des clients qui n'avaient pas de backup?
Est-ce que c'est de la faute d'OVH, ça, qu'ils n'avaient pas fait leur backup? Ça, c'est une autre histoire, effectivement. Okay, je vois que Jean-Francis, merci bien, monsieur Gourou, encore pour vos questions. Merci. Je vois qu'il y a des questions sur le chat, mais que Jean-Francis, donc du coup, dessus. Ok, d'accord. Ok, ben je vois que Jean-Francis a répondu aux questions sur le chat. Voilà. Y aurait-il d'autres questions à micro ouvert? Ouais, ça, excusez-moi, j'ai tendance à voir les. Ok. Ben, si personne n'a d'autres questions, on vous remercie tous pour vos interventions. Ah, je vois que ça continue sur le chat. Excusez-moi. Merci beaucoup à Jean-Martin pour sa présentation. Merci beaucoup à tous les intervenants. On va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain webinaire, mais nous allons vous confirmer ça courant de la semaine. Effectivement, les inscriptions sont déjà ouvertes et certains d'entre vous se sont déjà inscrits. Mais ce prochain webinaire, du fait de l'activité un peu chargée du côté de ST Digital, risque d'être reporté. On vous recontactera de toute façon courant de la semaine pour vous confirmer ou pas la réalisation de ce dernier webinaire, qui était en plus dédié aux problématiques de souveraineté. Voilà, Fabrice est en train de partager les liens d'intérêt. On a eu cette semaine le lancement de notre programme de formation de novembre-décembre, où vous trouverez notamment des modules sur les dernières versions des principales applications de Microsoft, on va dire, de Windows Server dans sa version 2022, ainsi que du tout nouveau système d'exploitation Windows 11. De formation, j'ai envie de dire, bonne pour tout le monde sur la partie administration et gestion. On a aussi le grand classique, j'ai envie de dire, l'administration des bases de données Oracle, qui est toujours très utile pour les sociétés disposant de bases de données Oracle pour former en continu leur effectif dans la gestion de cet outil essentiel. On vous invite également pour novembre et pour décembre, juste avant la fin d'année, une session dans le cadre du passage de la certification Cisco CCNA dans la version de 5 jours et dans le nouveau programme qu'il propose depuis moins d'un an, je crois. Et aussi quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, j'espère qu'on aura beaucoup d'inscrits et beaucoup de sessions, on l'a mis dans la plupart des pays, notre atelier « Comment réussir la transformation digitale de l'entreprise », un atelier sur deux jours qui reprend les bases et qui est vraiment là pour donner une vision, une compréhension et une vision globale de la transformation digitale, des enjeux dans l'entreprise et donc, par à coup, bien évidemment, des problématiques auxquelles elle répond et des solutions que cela apporte pour votre activité. Également à Fabrice Ami, donc les formations inter-entreprises. Et donc, c'est bon, c'est le seul poste. Voilà, on va rester là-dessus de toute façon parce que c'est très important, c'est nos sessions inter-entreprises de novembre et décembre. Je vais vous partager également sur le chat, comme à l'habitude, l'enquête de satisfaction que nous invite qui est disponible sur notre site et que nous vous invitons à remplir, comme les participations à l'oral ou à l'écrit sur le chat. Ça nous fait très plaisir quand vous remplissez nos enquêtes de satisfaction. Cela prend quelques minutes, mais le bénéfice est là pour nous. Vous avez de quoi laisser vos commentaires pour ce qui vous intéresserait prochainement. On a un programme qui est prévu sur plusieurs mois, mais je vous rassure, c'est des choses qu'on garde et qu'on met de côté quand c'est dit. C'est juste que là, ça ne va pas être immédiat, mais c'est bien tenu en compte. Voilà. Ben c'est bon. Merci à tous encore. Merci à Jean-Martin pour sa présentation. Merci à Fabrice pour sa participation. Merci à Jean-Francis d'avoir répondu aux questions sur le chat. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine et jeudi soir pour notre cocktail de lancement, d'ailleurs, j'ai oublié de le rappeler, du cloud 100% africain à Abidjan. L'événement de lancement de cette offre qui nous tient tant à cœur auprès du data center d'Abidjan. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye, bon week-end. À vous autant.